Ok. Après, en cours d'enregistrement, je vais mettre que j'ai compris. Ah, non, mais ça non. Ouais, et lâche. Allez. C'est bon? On y va. Donc, bon après-midi à tous. Et espérons que ceux qui sont dans la commune vont nous rejoindre. Donc, je vais présenter mon sujet de thèse, c'est la modélisation en nous servant des opérateurs, notamment des dérivées non entières, pour la modélisation des transferts thermiques dans les poumons. Et d'autre part, il y a aussi un côté identification dans cette présentation. Donc, commençons par une introduction pour donner le contexte, parce que lorsqu'on parle de poumons, c'est un peu particulier, on me l'a dit à plusieurs reprises. Donc, pourquoi on s'intéresse aux poumons et pourquoi encore plus particulièrement au transfert thermique dans les poumons? Lorsque les médecins ils sont en train de faire une chirurgie cardiaque, en fait, on est pratiquement obligé d'utiliser une circulation extracorporelle, ce qui veut dire que l'ensemble du cœur et du poumon, ils vont être d'une certaine sorte débranchés du corps et du système circulatoire. Évidemment, ça serait un peu compliqué d'avoir le cœur avec le sang qui passe au milieu pendant qu'on est en train de faire une chirurgie. Normalement, on utilise un système de circulation extracorporelle et ce qu'on appelle une machine cœur-poumon qui est branchée au système circulatoire du patient. Alors, le poumon, tout comme le cœur, il se retrouve débranché du système, ce qui fait que le tissu peut subir des endommagements si la chirurgie est un peu longue ou s'il passe en ECMO ou quoi que ce soit. Alors, très souvent, on applique une certaine hypothermie d'une façon empirique afin de tenter de réduire la consommation d'oxygène dont les poumons en auront besoin. Et comme ça, on tente d'amoindrir les dommages que les tissus pourraient subir. Comme vous voyez ici, la consommation d'oxygène, elle est ralentie en nous servant de l'hypothermie. Cela justifie alors pourquoi on s'intéresse à la modélisation thermique dans le cas des poumons. Parce qu'en fait, on parle d'un cas dans lequel la température elle est vraiment critique, parce que c'est en biologie, en fait, tu réchauffes de 5 degrés ou tu refroidis de 5 degrés, tu es mort. Donc, c'est très, très précis au niveau de température. Et on s'en sert de modèles non entiers qui sont complètement justifiés. On ne va pas s'amuser à prendre l'équation de la chaleur et à mettre une dérivée non entière, ça va être un peu différent, vous allez le voir. Donc, en partant de l'équation de la chaleur, on peut développer des modèles de circuits. Et ensuite, ça peut être encore étendu à un scénario un peu plus réaliste, un peu plus physiologique. Ça, c'est du côté modélisation de cette présentation. Et d'autre part, bien entendu, si on va développer des modèles dynamiques d'ordre non entier, il va nous falloir les identifier. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une chirurgie qui tourne en temps réel, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir des algorithmes d'identification qui nous permettent en temps réel de faire un tracking des paramètres de nos modèles. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à la partie de l'identification réflexive qui sera présentée dans cette présentation et à la partie plus c'est pour l'implémenter en temps réel, mais réflexif ne veut pas forcément dire temps réel, ça on en verra après. Ce n'est pas complètement abordé dans cette présentation, quoique c'est abordé dans les recherches de l'équipe. C'est juste que le temps il est contraint. Voilà. Donc, on commence par les bases mathématiques essentielles, puisque le calcul non entier, ça reste quand même quelque chose de particulier, même si on a des dizaines et des dizaines de définitions pour la dérivée non entière. En fait, l'une des... Oula. Vas-y, c'est Rachid qui se compte. Ah, il va repérer. Ah, je sais tout. I am big brother, vidéo. Donc, l'une des définitions les plus utilisées de la dérivation non entière, c'est la définition de Grunwald et Lednikov. Donc, ça, c'est une approximation dans laquelle le paramètre TS correspond à la période échantillonnale et on a une dérivée d'ordre alpha d'une fonction donnée f de t. Sachant que alpha appartient à l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire un ordre, bon, dans ce cas-là, ça va être réel, mais dans un sens large, un ordre de dérivation peut même être un nombre complexe, je tiens à préciser. Et comme vous voyez ici, en fait, la dérivée non entière est une somme pondérée du passé d'une fonction, en fait.
ou les pondérations. Vous voyez, ça, c'est le terme de pondération. C'est ce qu'on appelle le binôme de Newton généralisé, donné en fonction de la fonction gamma de Euler plutôt connue. Et bon, c'est ces poids-là et leur lente convergence qui sont largement responsables de la capacité des opérateurs non entiers à capter ce qu'on appelle mémoire longue. D'où l'intérêt de ce type d'opérateur pour la modélisation des phénomènes de diffusion. Alors, si on assume que les conditions initiales sont nulles et on passe au domaine de Laplace, on a ce résultat qui se rapproche de nos résultats classiques, quoi. Ici, j'ai un exemple graphique de la dérivée non entière de Grunwald et Lednikov pour une fonction rampe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une fonction rampe. Et la dérivée d'ordre 1 d'une rampe, ben, c'est une constante que vous voyez en vert. Et les courbes intermédiaires sont des dérivés d'ordre non entier de la fonction rampe avec des ordres croissant progressivement. Donc, c'est juste un exemple rapide pour montrer un peu la flexibilité incrémentée qu'on a. Bon, ça, c'est dans le domaine temporel, mais dans le domaine fréquentiel, c'est encore plus visible lorsqu'on utilise ce genre d'opérateur. Donc, maintenant, si on passe à ce qu'on appelle théorie de système, ou système dynamique, d'une part, on a l'équation différentielle classique d'un modèle à une seule entrée, une seule sortie, mais, bon, single input, single output, mais comme on parle en non entier, ce qu'on fait, c'est que les ordres de dérivation, ils ne sont plus contraints à être des ordres entiers. Ils peuvent être très bien des ordres non entiers. Tout comme dans la théorie classique, en passant par la transformée de Laplace, en supposant les conditions initiales nulles, on peut obtenir une fonction de transfert dite d'ordre non entier. Comme vous voyez ici, la seule différence, c'est que alpha et bêta, ils sont plus contraints à être entiers. Et il y a un cas très particulier qu'on explorera dans la partie des résultats de cette présentation, c'est la fonction de transfert d'ordre commesurable. C'est-à-dire que, certes, le vecteur bêta de tous les ordres de dérivation dans le numérateur est la même chose pour le vecteur alpha. Ils peuvent tous être non entiers, mais il se peut que tous ces ordres non entiers soient des multiples entiers d'un ordre de base dit l'ordre commesurable. Par exemple, un polynôme du genre s puissance 0,6 plus 2s puissance 0,3, on pourrait dire que c'est un polynôme avec un ordre commesurable 0,3, puisque l'un des termes est puissance 0,3 et l'autre est puissance 2 fois 0,3, par exemple. Donc, ça, c'est un type intéressant et c'est une simplification de cet autre type-là. On a tout simplement un ordre commesurable et là, par exemple, I et J, ils sont contraints à être entiers, en revanche. Donc, voyons comment on peut appliquer ça à la modélisation des phénomènes de diffusion thermique. Donc, en nous basant sur le travail de Jean-Christophe Batzal du laboratoire I2e de Bordeaux, qui a développé le formalisme du quadrupole thermique, on va s'en servir de ça pour créer un modèle thermique pour un scénario simple. Donc, nous avons ici le cas d'un mur plomb. Il y a une diffusion thermique longitudinale. Nous avons un flux de chaleur en entrée avec une température en entrée et la même chose pour la sortie. Ici, on a les propriétés thermiques, conductivité, masse volumique et capacité calorifique spécifique. Ici, on a la section. Le SW, c'est la section. Et en fait, comme vous voyez, ce formalisme-là, il ne va pas présupposer que le milieu est semi-infini. Parce que dans la littérature, il y a pas mal de modèles basés sur des milieux semi-infinis. Il suppose qu'on a un milieu fini de longueur L, et tout simplement, on a des variables d'entrée et de sortie, comme si c'était un quadrupole. Alors, on parle de l'équation de la chaleur telle qu'elle. Si on considère que dans le domaine spatial, on est dans une seule dimension, alors, lui, il devient 2 dérivée seconde par rapport à x. Et si en plus, on considère que les conditions initiales sont nulles, on a relativisé, et on prend la transformée de Laplace, l'équation de la chaleur devient ce que nous avons ici. Parce que là, je pense que c'est clair. Ensuite, si on se souvient de la loi de Fourier, on a l'expression pour exprimer les flux de chaleur entrant et sortant en fonction du gradient de température évalué à l'entrée du mur plomb ainsi qu'à la sortie du mur plomb. Et en fait, en combinant ça avec le résultat précédent, on peut démontrer, ça apparaît très bien développé dans le livre de Batzal, qu'on peut établir une relation matricielle entre les variables d'entrée, température et flux de chaleur, et les
variable de sortie à travers une matrice M, dite une matrice de transmission. C'est pile poil analogique à tension courant dans un quadripôle. Et cette matrice de transmission, elle est donnée par l'expression que vous voyez ici, où le petit lambda que vous voyez, c'est la racine de S sur A, où S est la variable de la place, et A, bon, K sur Rho C, dans le monde de la thermique, c'est ce qu'on appelle la diffusivité thermique. C'est tout simplement une propriété du milieu. Mais on peut voir que, d'une façon naturelle, il y a le facteur racine de S qui apparaît d'une façon naturelle dans les équations de la thermique. Alors, qu'est-ce qui est magique? Déjà, en voyant ça, on doit supposer que peut-être on pourrait le représenter comme un circuit. Effectivement, le déterminant de la matrice de transmission, il est égal à 1. Ce qui veut dire en théorie de circuit que nous sommes face à quelque chose qui peut être représenté comme un réseau passif. Effectivement, Jean-Christophe Latsal nous représente l'équation de la chaleur comme un circuit, comme vous voyez ici. Donc ici, on a la variable d'entrée, température, flux. Température et flux à la sortie aussi. Très bien. Et, bon, ça c'est parce que c'est le cas du mur plan. Dans le cas du mur plan, on a les impédances en Z série, Z1 et Z2, données par l'expression que vous voyez ici. Et on a l'impédance en dérivation Z3, donnée par l'expression que vous voyez là. Donc, comme vous voyez, on a des fonctions hyperboliques de partout. On a le petit lambda avec le racine de S de partout aussi. Donc, ce n'est pas forcément le plus facile du monde à traiter. Notamment, encore moins si par la suite, on souhaite faire de l'identification. Et encore moins si l'on souhaite que l'identification soit récursive. Et si en plus, on veut garantir que cette identification récursive va être implémentable en temps réel, bon, moi, j'aurais peur. Franchement, ce n'est pas parce que ça ne soit pas la bonne solution, c'est la solution exacte. Et c'est une solution qui ne nous contraint pas dans le domaine de la fréquence. C'est ça qui est intéressant parce que certains pourraient dire non, mais les réseaux RC, ça marche super bien. Oui, mais les réseaux RC en thermique, ça marche super bien dans la limite des très très basses fréquences. Et par rapport aux propriétés du milieu d'un poumon humain, en fait, la plage de respiration de l'être humain n'est pas à haute fréquence, c'est vrai, mais elle n'est pas à super basse fréquence comme pour pouvoir faire tenir suffisamment bien l'hypothèse du réseau RC. Donc, ce formalisme de Batsal, il nous permet de contourner la limitation fréquentielle de certaines approximations thermiques, puisque lui, il n'a fait aucune approximation. Ça, c'est une solution exacte. Mais après, ce n'est pas à 100% exploitable non plus. En tout cas, étant donné ce qu'on aimerait faire par la suite. Donc, on étudie d'abord les impédances Z1 et Z2. Donc, en bleu, vous voyez la réponse en fréquence des impédances Z1 et Z2. Ça, c'est la réponse exacte. Donc, dans les limites des basses fréquences, les impédances en série se comportent comme une résistance thermique. OK, c'est cohérent. Dans la limite des hautes fréquences, ça apparaît dans les travaux de Jean-Luc Battaglia, mais aussi dans les travaux de Rachid. Ça se comporte comme bon, dans la littérature, on l'appelle demi-intégrateur, si vous l'appelez comme ça. Donc, comme une première approximation, on pourrait considérer que les impédances Z1 et Z2, ils pourraient être approchés comme la connexion en parallèle d'une résistance et d'une demi-capacitance, si on veut l'appeler comme ça, ce qui nous amène à l'expression suivante. Ça, c'est une approximation asymptotique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, je dis, lui, en basse fréquence, c'est une résistance, à haute fréquence, c'est une demi-capacitance, donc je l'approche plutôt par lui. Donc, comme vous voyez en rouge, dans la limite des basses fréquences et des hautes fréquences, ça colle très bien. Si jamais le procédé il est dans les moyennes fréquences, ça va coller un peu moins bien et l'erreur pourrait être importante. Et elle est. Elle arrive jusqu'à 5 dB. Je pense que, ouais, bon, voilà. Et comme vous voyez, ici, par exemple, ça commence à se voir qu'il y a un écart important. Donc, on se dit, OK, si on est en basse fréquence, c'est bon. Si on est suffisamment à haute, c'est bon. Si on est à la moitié, c'est pas bon. Et très joyeusement, la respiration humaine, elle est à la moitié. Donc, voilà, par rapport aux paramètres. Donc, il faudrait tenter de corriger ça à minima. Donc, première proposition, on ajoute des cellules de pôle et zéro. Donc, on garde l'approximation asymptotique puisqu'elle nous permet de garder bien les tendances de haute et de basse fréquence et on rajoute des pôles et des zéros à un nombre égal de telle sorte qu'au niveau de la phase, on ne va rien changer ni dans les limites de la basse fréquence ni dans les limites de la haute. Ça, c'est un type de proposition où le vecteur de paramètres serait l'ensemble de tous les pôles à déterminer
et l'ensemble de tous les zéros à déterminer. Sachant que ça, peut-être ça peut nous arranger le problème des moyennes fréquences, mais la dimension du vecteur θ, moins à voir, parce que uniquement 2 cellules, ça voudrait dire 2 zéros, 2 pôles. Tu as déjà 4 paramètres de plus. Donc, attention, face à cette possible explosion de paramètres, il y a une autre proposition qu'on a fait, c'est d'utiliser une impédance basée sur le filtre passe-bas en entier d'une façon générale. Donc, on a cette fonction-là. Et quand on la voit superficiellement, on pourrait avoir la tendance à croire que, ah, ok, on a A, B, C, D, alpha, bêta, on a 6 paramètres, c'est moyen, mais en fait, on n'a pas 6 paramètres, puisqu'on sait quelle est la limite des basses fréquences, on sait quelle est la limite des hautes fréquences, et on sait que alpha plus bêta, c'est contraint à être 0 plus 0,5, de telle sorte qu'à haute fréquence, on va tomber sur le demi-intégrateur. Donc, en fait, en prenant en compte tout ce qu'on savait déjà des modèles précédents, en fait, pour ce cas-là, on a, afin de faire la correction du rang des moyennes fréquences, on a en fait 3 paramètres. Donc, on est limité à 3 paramètres. C'est un peu plus mignon que les cellules de pôle à 0. Bon, c'est un peu moins évident d'avoir comme idée, mais c'est un peu plus mignon. Donc, ici, c'est un exemple totalement académique, disponible dans notre article de Non-Linear Dynamics à qui ça pourrait intéresser. Donc, en rouge, on voit la courbe d'erreur par rapport à la réponse fréquentielle exacte de l'approximation asymptotique. On voit qu'elle peut être importante, comme je le disais, elle atteint les 5 dB. Lorsqu'on ajoute des zéros et des pôles, on a la courbe verte, donc on voit vraiment une réduction importante d'erreur, sachant qu'on a dû utiliser 3 cellules, ce qui veut dire 6 paramètres. Et bon, sur Butterworth, rien n'est parfait, on obtient quelque chose d'intermédiaire. On réussit à réduire l'erreur d'une façon significative, moins qu'avec l'autre, mais avec une certaine parcimonie paramétrique. Donc, il faut trouver un équilibre, disons-le, d'une certaine manière. D'autre part, dans le quadrupole thermique, on a l'impédance en dérivation Z3. Donc, si on se rapproche des basses fréquences, Z3 se comporte comme une capacitance, ce qui est en concordance avec le fait que les systèmes thermiques s'approchent par des réseaux RC, parce que Z1 et Z2 à basse fréquence, c'était des résistances, Z3 à basse fréquence se rapproche d'une capa, c'est cohérent avec l'approximation du réseau RC. Par contre, d'une part, l'argument, il décroche, et d'autre part, la courbe de gain, comme vous voyez ici, elle décroche. En rouge, vous voyez l'approximation de capacitance, et en bleu, vous voyez la courbe exacte de l'impédance en dérivation. Ce qui veut dire que il faudrait corriger ça, sachant que celle-là, elle ne va pas être aussi mignonne que la précédente, et on va rajouter un filtre pour approcher plus la vraie réponse fréquentielle de Z3, sachant qu'on va être limité à une bande de fréquence, parce que théoriquement, on devrait rajouter un nombre infini de pôles pour fitter sur un rang infini la réponse fréquentielle du Z3. Et ça, on ne va pas le faire. Sauf si on veut cramer les ordinateurs, mais ça coûte cher et on a un budget qui n'est pas phénoménal. Donc, tant pis. Donc, pour celle-là, qu'est-ce qu'on propose? On a la pente d'ordre non entier, c'est-à-dire on a la pente capacitive, on rajoute une deuxième pente qu'on la met en non entier pour pouvoir la moduler, pour ne pas de contrat au moins 20 dB par décade ou au moins 40 dB par décade pour mettre n'importe quoi en fait. On dit, ouais, bien pour fitter le reste de la courbe, au moins 15 dB par décade supplémentaires en pente, ça nous irait très bien, donc on se permet d'utiliser du non entier ici. Après, pour le flexibiliser, on pourrait utiliser des cellules multiples. Dans l'exemple que je vais présenter, on n'utilisait que 2 cellules, c'est-à-dire on se permet de rajouter plusieurs pentes, mais en non entier. On pourrait utiliser aussi des pôles entiers, c'est pas grave, sachant que peut-être ça peut exploser, et comme ça peut exploser en termes de nombre de paramètres, ça nous gêne, donc on pourrait tenter d'imposer une relation entre les pôles. Alors, moi j'ai imposé cette relation, elle est arbitraire, vous pouvez imposer n'importe quelle relation souhaitée, et l'idée c'est tout simplement de créer un lien entre les pôles successifs qu'on va utiliser pour corriger l'allure de la réponse fréquentielle de Z3, sans pour autant laisser exploser le vecteur de paramètres. Donc, pour ce cas-là, le vecteur de paramètres, c'est, il est contraint qu'à 2 paramètres, par exemple. Et ici, il est contraint de paramètres. Ici, c'est un peu plus, mais ça n'explose pas. Alors, ici, on a une simulation. C'est le même scénario que j'ai présenté pour Z1 et Z3. On voit en rouge l'approximation capacitive
avec une seule pompe non entière, effectivement, en moyenne, on réussit à réduire l'erreur en nous servant uniquement de paramètres. Avec 2 pompes non entières, sachant que on a eu besoin de 3 paramètres pour le faire, on a une bonne réduction, mais dans ce cas-là particulier, les pôles entiers, ça suffit largement pour avoir une réduction assez correcte de l'erreur et garder un nombre de paramètres plutôt bas. N'empêche que le non entier il reste présent en raison du comportement de Z1, par exemple. Donc, maintenant, la deuxième partie de la modélisation, c'est, oui, mais on parle d'un scénario physiologique, on parle des organes, on parle des tissus, il y a du sang partout. Pour ceux qui aiment le gore, ça peut être très gore très vite. Et on pourrait se demander, étant donné que le poumon, c'est un tissu qui est irrigué par 2 systèmes circulatoires, l'un des deux, c'est dû à l'échange du poumon qui oxygène le sang, et l'autre, c'est le système circulatoire qui alimente tel quel le tissu. Alors, même en circulation extracorporelle, le poumon il reste partiellement sous perfusion sanguine, sachant que d'une façon naturelle, la perfusion sanguine, elle joue un rôle de thermorégulateur. Cela a mené à l'idée de travailler avec l'équation de biochaleur. Donc, ça a été développé par Harry Penz dans les années 40. On a l'équation de chaleur. Il rajoute un terme qui représente la perfusion sanguine et son influence dans la température. Un autre terme qui représente la chaleur émise par la respiration cellulaire et une autre qui représente des sources externes. On fait une variation par rapport à la température du core body temperature. On fait cette supposition-là. Et si l'on néglige la chaleur métabolique et l'extérieur, et on fait le changement de variable, on tombe vers quelque chose qu'on peut traiter dans le domaine de la place assez aisément. On continue à faire des changements de variables. Ça, c'est disponible dans notre article de la conférence PMS pour les intéressés. Voilà, voilà. Et en fait, on découvre qu'on peut avoir un quadripôle thermique pratiquement identique au précédent, qui prend en compte l'effet de la perfusion sanguine dans les transferts thermiques, tout simplement en changeant le petit delta. Donc maintenant, petit delta, dans la limite des basses fréquences, ne va pas être 0, il va être racine de H blood, qui est un paramètre. Donc ça va changer, ça va faire qu'en basse fréquence, Z3 va avoir une résistance, un comportement de résistance au lieu d'un comportement de capacitance, puisque le son, il agit comme un dissipateur de chaleur, donc c'est logique qu'il y ait des éléments résistifs supplémentaires qui apparaissent. Alors maintenant, si on parle du poumon, si vous vous intéressez, pour les intéressés, il y a la référence du modèle de Kuwahara. En fait, on a plusieurs niveaux de bifurcation. La trachée, c'est le niveau 0. Chaque niveau a une section SN et une longueur LN. Donc, en combinant le modèle de Kuwahara, qui s'est inspiré de la loi de Murray. La loi de Murray, c'est une loi de mégafluide que ce qu'elle fait, c'est qu'elle établit les relations, il me semble, entre les sections lorsqu'il y a une bifurcation afin de minimiser la résistance hydrodynamique ou aérodynamique dans ce cas-là. Donc, on peut, en nous servant du modèle de Kuwahara et de la loi de Murray, établir des liens successifs entre les sections transversales et les longueurs d'un poumon, sachant que le modèle de Kuwahara a déterminé que le nombre N optimal pour avoir un flux d'air optimal dans un poumon humain était de 23. Et bravo, dans la nature, c'est 23 à nouveau, effectivement. C'est magique. Je ne sais pas s'il a forcé le résultat, mais en tout cas, le papier, il est magique. J'aimerais croire qu'il n'a pas forcé le résultat, mais moi, je pense que non. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, chaque branche, c'est un quadripôle. Voilà. Et on peut voir l'impédance d'entrée à n'importe quel. Ça, c'est le modèle global du poumon, sachant qu'ici, on a la trachée. Et sachant qu'on a 2 types de quadripôles, c'est-à-dire le quadripôle, c'est uniquement ça. Et là, chaque tronçon du poumon est modélisé comme un quadripôle. Et j'ai 2 quadripôles à disposition. J'ai le quadripôle classique et le bioquadripôle qui prend en compte le flux sanguin. Donc, qu'est-ce qui se passe? En physiologie respiratoire, les premiers niveaux de respiration sont plutôt comme des tubes d'air. Donc, en fait, il n'y a pas de perfusion sanguine. Donc, on pourrait le considérer comme un modèle d'air, mais au fur et à mesure qu'on descend et on se rapproche des alvéoles, la perfusion ne devrait peut-être pas être négligée. Ce qui a fait que, en fait, on a
développé 3 modèles dans lesquels on a fait une coupure au niveau 15 du poumon. Donc, on a le modèle d'air, ça c'est académique, hein, qui veut dire que tout le poumon est considéré comme des tubes d'air, en gros. Évidemment, on a un comportement d'intégrateur parce qu'on n'a pas la dissipation, on n'a pas le son qui dissipe, voilà. Ensuite, il y a le modèle mixte dans lequel on considère l'espace moral de l'air, c'est-à-dire les 15 premiers niveaux sont de l'air et les derniers niveaux jusqu'au niveau 23 qui représente la paroi alvéolaire sont faits avec le bioquadripôle, donc on considère qu'il y a du flux sanguin. Et on a le modèle dans lequel, bon, c'est exagéré, dans lequel il y a du son de partout. Et ça, c'est comment se voit l'impédance équivalente à la trachée. Et ça, c'est l'allure des impédances équivalentes sous les 3 modèles, presque à la moitié du poumon, en fait, dans une branche intermédiaire. Et par exemple, le résultat très très simple, très très bête, mais mignon, disons-le comme ça, c'est qu'on voit qu'effectivement, une augmentation de perfusion sanguine se traduit par une réduction de gain statique, ce qui en thermique voudrait dire que tu as besoin d'une quantité de chaleur beaucoup plus monstrueuse afin de dévier la température, puisque le son, il tente d'imposer la température du tissu à la température centrale du corps, ce qui est en totale adéquation avec qu'un système biologique est censé faire. Et s'il ne le fait pas, on peut appeler les fouilles ou les pompiers ou Dr Strange aussi, il peut nous dépanner dans ce cas-là. Dr Strange, ça va mieux. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie. On a, évidemment, si on a développé ça, le bouton... OK. On. Donc, c'est bon. Donc, si on a développé des modèles de ce type-là, au final, ça revient à des modèles très très simples de l'allure, de l'impédance, mais on ne va pas parler de ça parce que sinon, je vais être à la bourre. Évidemment, par la suite, il va falloir identifier le système. Et comme j'avais dit auparavant, on va s'intéresser plutôt à une identification récursive parce que l'idée serait de pouvoir implémenter ça en temps réel, voire même de donner des sens physiques aux paramètres. Comme ça, une fluctuation en temps réel durant une vraie chirurgie pourrait nous dire si peut-être il y a quelque chose qui est en train de s'endommager et on ne le voit pas directement. C'est ça l'intérêt à long terme. Donc, on a le problème d'identification générale. Est-ce que je dois présenter ça ou je peux étant donné que tout le monde ici le connaît très bien. Bon, la seule chose, c'est que, bon, je pense que vous l'avez déjà compris, je vais supposer que le lien entre l'entrée et la sortie non bruitée, ça va être une fonction de transfert non entière. Et dans ce cas-là, commesurable, mais on n'est pas contraint à que ce soit commesurable. Donc, on a adapté en récursif et pour des modèles continus, je précise pour des modèles continus, différents algorithmes classiques. Par exemple, on a les moindres carrés récursifs avec les filtres à variable d'état, c'est très connu. On sait déjà, par exemple, une sortie estimée, on peut la représenter de cette manière, dans laquelle on utilise nos connaissances de l'entrée et de la sortie bruitée. Et on estime normalement avec Grunwald-Legnikov dans notre cas, mais ce n'est pas limité à Grunwald-Legnikov. Vous pourriez utiliser d'autres méthodes si vous le souhaitez. Je ne sais pas, approximation d'Alain, je sais pas. Ouais, c'est approximation d'Oustalou. Oui, Oustalou Trijassou aussi. Il y en a quelques-uns qui utilisent même Fabrizio et d'autres types de définitions. Bref, ça, ce n'est pas limité à une définition. Et on a l'erreur qui est la différence entre ce que l'on mesure et ce que l'on estime. Ça, on le connaît, c'est la formulation classique des moindres carrés. Afin de réduire l'impact du bruit, dans notre cas, on a utilisé un filtre de type poisson, puisqu'on sait déjà que les moindres carrés, ils ont le problème d'avoir des biais plutôt importants. Au fur et à mesure que le bruit augmente, en tout cas. Donc, en utilisant le filtre de poisson, nous obtenons l'entrée filtrée et la sortie bruitée filtrée, ce qui nous mène à l'erreur filtrée, ce qui nous mène à la matrice filtrée, d'où l'on peut créer l'algorithme qu'on connaît plutôt bien, dans lequel on a un terme de correction, on a une mise à jour des paramètres et on a une mise à jour de la matrice F qui normalement est censée représenter la covariance. Et bon, on a le facteur lambda que bon, notre monsieur et seigneur qui nous a sauvé, Lennart Jung, le travaille très bien, mais nous, on le prend comme l'unité dans nos travaux. Oui.
mais je ne l'ai pas travaillé, on l'a gardé à l'unité. D'autre part, on a la méthode à erreur de prédiction, ça c'est connu, où on a une erreur quadratique que l'on souhaite minimiser, archi classique. On a un gradient qui nous intéresse. Donc, on a la fonction psi qui est la sensibilité de l'erreur par rapport au paramètre. Ça c'est connu. L'erreur d'estimation, blablabla. On fait la mise à jour de la matrice R qui représente normalement une fois de plus la covariance. Et on met à jour les paramètres. Donc, ça c'est aussi connu. Après, dans les méthodes récursives, regardez un petit détail. À l'instant K, on estime l'erreur à l'instant K. OK? Et la matrice, c'est à l'instant K, et le paramètre, c'est à l'instant K. Et la différence entre ce que je mesure, c'est à l'instant K, et ce que j'estime, c'est à l'instant K. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, j'utilise uniquement les données de l'instant. L'erreur et quoi que ce soit. Mais étant donné que les systèmes à ordre non entier, ils ont une nature non locale, cela nous a suggéré d'utiliser un peu plus d'informations. Donc, on a utilisé le concept d'une fonction d'erreur répondue, c'est-à-dire qu'à chaque itération, on n'utilise pas l'erreur à l'instant K, mais l'erreur à l'instant K et tout ce qu'il y avait avant, ou, bon, pour l'instant, tout ce qu'il y avait avant, et idem pour la sensibilité. Ce qui va faire qu'à chaque itération, l'erreur et la fonction de sensibilité vont grandir et grandir et grandir et grandir, et éventuellement, ça ne sera plus implémentable. Voilà. Il faut bien être conscient des limitations de ce qu'on présente. Donc, l'erreur d'estimation, cette fois-ci, ça c'est les données brutes étendues, c'est-à-dire à l'instant K, c'est la donnée brute à l'instant K et toutes les données précédentes. Idem pour les estimations. Ici, il y a une cohérence dimensionnelle, donc R reste de la même dimension que ce que l'était dans la méthode RPEM normale. Et idem pour la mise à jour des paramètres. Il n'y a pas de problème de dimension dans ça. Ensuite, on passe à un scénario de simulation. On a un système générique, ça c'est un exemple académique, je viens de le dire. Donc, on a les vraies valeurs 1, 1, 2 et un enfant mesurable de 0,5. On applique, on entraîne une SBPA qui va de moins 5 à 5 avec 1000 points, comme vous la voyez ici. Dans ce cas-là, vous voyez un SNR de 15, mais on a fait des Monte Carlo, donc il y a plusieurs niveaux de bruit et plusieurs tests faits. On a utilisé une période d'échantillonnage de 0,1 secondes. Voici les conditions initiales qu'on a utilisées. Et pour le cas des moindres carrés récursifs, comment on a calé le filtre de Poisson. Okay? Donc, on commence par voir qu'est-ce qu'on a obtenu avec les moindres carrés. Donc, comme vous voyez, on a le niveau de bruit. On a un SNR qui augmente et on a les trois paramètres qui nous intéressent et on fait une estimation explicitement des coefficients dans ce qu'on présente. L'ordre qu'on mesurable 0,5, il est supposé connu. Okay? Donc, comme on s'y attendait, on observe que le système il est plutôt très sensible au bruit et il y a un biais important qui apparaît. Par exemple, dans le paramètre A1, vous voyez qu'il est très, très biaisé lorsque le bruit augmente, mais on s'y attendait. Après, les variations des paramètres, comme on voit un exemple ici, elles sont plutôt lentes. Et on a une stabilisation lente, mais qui n'est pas violente, disons-le comme ça. Mais le problème, c'est que on est confronté au biais, tout comme dans les scénarios classiques. Lorsque l'on teste le système, la méthode RPEM, et on augmente le niveau de bruit, on observe que, bon, ça sautille un peu plus, non, ça sautille beaucoup plus au niveau des paramètres. Et le transitoire, en fait, pour nous rapprocher d'un point de convergence, il est plus long par rapport à celui des moindres carrés. En revanche, on n'a pas le problème du biais. Finalement, avec LMRPEM, on a, tout comme avec RPEM, un transitoire qui est plus long, mais qui est adouci. On permet d'adoucir les oscillations paramétriques que vous voyez par exemple dans l'estimation RPEM en utilisant l'erreur étendue et la matrice phi étendue et tout étendu, quoi. Et à nouveau, on peut réussir à avoir une estimation assez correcte des paramètres. Alors, pour le cas LMRPEM, comme on a fait des simulations de Monte Carlo, on voit par exemple la réponse fréquentielle. Donc, par exemple, pour RLSSVF, on voit en bleu la courbe vraie du système
et en rouge, les résultats des différents simus de Monte-Carlo. Donc, ça semble être correct, mais en fait, il y a un biais. Pour RPEM, il n'y a pas de biais, mais la dispersion, elle est assez importante. Alors qu'avec LMRPEM, on réussit à avoir un compromis. C'est-à-dire, on réussit à réduire la variance et on réussit à s'en passer aussi du biais. Ça a été fait pour un SNR de 5. D'autre part, il y a l'influence de l'ordre commesurable. Dans ce cas-là, le vrai ordre commesurable, il était de 0,5. Une erreur incorrecte pourrait nous mener à des mauvaises estimations, d'où le fait que peut-être estimer l'erreur et l'ordre commesurable, ça pourrait être intéressant aussi. Et maintenant, conclusion de perspective, je ne passe pas la bourre, ça va? Encore 10 minutes. Ah putain, j'ai fait le tasse. Bon. Il y aura du temps pour les questions, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, on a présenté les méthodes d'approximation d'impédance thermique pour la conduction à une dimension. J'ai aussi présenté comment on inclut la perfusion sanguine et son influence dans un scénario physiologique. Pour ceux qui sont intéressés, je sais qu'il y a des approximations faites là-dedans, mais la prise en compte de la chaleur métabolique, due normalement en raison de la chaleur éjectée par le cycle de Krebs de la respiration cellulaire, en fait, il y a une méthode, en nous basant sur les travaux de l'I2M, pour l'inclure. Et par exemple, si la température sanguine n'est pas pile exacte la température corporelle, il y a des fluctuations de température sanguine, il y a aussi un moyen de l'inclure dans le quadripôle. Pour ceux qui sont intéressés, c'est aussi inclus dans nos travaux de recherche. C'est juste qu'ici, je n'ai pas tout le temps du monde pour parler de tout ça. Mais je me suis penché surtout sur la perfusion sanguine qui me semblait le plus pertinent dans ce scénario-là. Alors, l'impédance équivalente pour un modèle de poumon, elle semblait être un système simple de première espèce, comme vous l'avez vu dans les bottes, c'est-à-dire plat à basse fréquence et à moins dB par décade à haute fréquence. Quoique, bon, il faudra le discuter un peu plus parce que la phase n'est pas à négliger, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Nous avons aussi réussi à développer une méthode pour l'identification récursive des coefficients d'une fonction de transfert non entière qui nous donne des résultats plutôt satisfaisants. Et on a adapté les méthodes classiques de l'identification afin d'être récursives, d'être adaptées au système non entier et au système à temps continu. Parce que ici, c'était des systèmes non entiers à temps continu, même si on estime avec des données échantillonnées. Ça se base sur les travaux de Hugues Garnier, on le connaît beaucoup dans la communauté. Donc, en perspective, d'une part, comme je disais, les optimisations faites ici se sont basées entièrement sur la phase. Mais, pardon, entièrement sur le gain. On pourrait s'intéresser à l'optimisation par la phase pour prendre en compte des phénomènes de retard. Ça, c'est déjà en cours au sein de l'équipe. D'autre part, ça c'est pas exactement en cours, hein, c'est un peu plus avancé que ça. Comme je dis, l'estimation d'un ordre commesurable pourrait être intéressant. Et en fait, la méthode présentée ici de LMRPM, elle a déjà été étendue et testée afin de permettre une identification en même temps des coefficients et d'un ordre commesurable nu en récursif. Sachant qu'on a été accepté chez Nodi récemment et on a soumis un autre papier chez Zikra. Pour une autre méthode avec la variable instrumentale optimale. Exactement, dans laquelle on mélange LMRPM et la variable instrumentale et on utilise la variable instrumentale pour l'étape des coefficients et LMRPM uniquement pour l'ordre nu et on le compare avec une méthode qui utilise LMRPM pour toutes les étapes. Après, comme vous peut-être vous imaginez, LMRPM, comme vous avez dit, à chaque itération, l'erreur, il grandit en taille. Et la fonction de sensibilité, elle grandit en taille. Donc le temps de calcul, il grandit. Donc même si c'est formulé en récursif, éventuellement, c'est plus implémentable en temps réel. Ce qui veut dire qu'il y a un problème d'implémentation en temps réel à être réglé avec un fenêtrage. Et ça aurait dû être soumis cette semaine, mais en raison de mon insomnie, ce n'est pas encore soumis, mais c'est déjà en cours. Hein? Ça ne devrait pas tarder. Non, ce qu'on prétend soumettre, c'est déjà fait. Hein. On est déjà parti. Dans ce dernier travail, en fait, ce qu'on va faire, c'est considérer un fenêtrage et déterminer une fenêtre, un horizon temporel pour avoir une approximation de la dérivée pour limiter justement cette erreur d'implémentation.
Donc, il y a une première version qu'on a soumise pour la conférence qui a lieu à SSSC à Montréal. Oui. D'ailleurs, j'en profite au passage, il y a une session limitée sur le partenaire. S'il y en a qui veulent soumettre des papiers, c'est toujours possible jusqu'au CSV. Et donc, il y a la version étendue qui sera soumise à cette revue. Et si on se fait taper dessus par les reviewers, elle marche aussi déjà avec l'ordre, les coefficients et la fenêtre. Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci François. Oui, il y a 2 questions de Guillaume. Guillaume, tu peux peut-être les poser en live. Mais ils sont... oui, en fait, je pense qu'il y en a une qui est liée à une des remarques. Je me demandais pourquoi elle est LM, RPEM, il n'y avait pas de fenêtre glissante proposée, donc je pense que ça a été répondu. Mais oui. Sur RPEM, le fait d'avoir des variations à forte, est-ce que ce n'est pas justement lié à un mauvais choix ou un mauvais réglage ou un choix de prendre lambda égale 1 et plutôt un lambda variant Ça change. Voilà. Ça change par exemple. On a fait des essais, mais en fait, les lambda, comme naturellement dans l'opérateur non entier, les coefficients de Grunwald atténuent le passé directement, il n'y a pas besoin spécifiquement de rajouter un facteur de lambda. D'accord. On n'aurait pas forcément les résultats de rajouter lambda différents. Ça ne nous permet pas de nous en passer des oscillations. D'accord. Merci. OK. D'autres questions pour Jean-François? Oui. Oui, vas-y, Mathieu. Ouais, donc dans les simulations, l'entrée c'était une SDTA. Oui. Mais dans le cas réel du poumon, par exemple, ça peut être quoi? Ça va être un multisinus avec un nombre parcimonieux de fréquences, sachant que les fréquences à introduire à l'intérieur du poumon, ils vont être dans une plage fréquentielle plutôt restreinte. Ça va être imposé par le rythme qu'on vient de... Oui, ce sera un débidaire en fait qu'on va injecter. Et ce sera un multisinus dans des fréquences qui sont vraiment très spécifiques par rapport à la respiration humaine. Donc, on peut choisir. Ah oui. Il y a à peu près une demi des cas dans lesquels on peut, c'est-à-dire un multisinus n'est pas obligé, c'est pas obligé que ça soit des fréquences archi hautes et archi basses. Ça peut être un multisinus, mais avec des sinus relativement rapprochés entre eux. C'est que le signal d'excitation doit être suffisamment persistant. Oui, mais on peut. Dans une bande de fréquence réduite, surtout qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur les poumons, pas trop l'endommager aussi. Les bronches, mais c'est prévu qu'on fasse des essais normalement au mois de juillet avec le CHPLS. Après, on ne peut pas aller trop loin. Non. Non. Oui, mais dans la partie R, quand même, s'il y a une perfusion importante, la perfusion importante des niveaux bas se voit dans l'impédance équivalente, même si on descend que dans la partie aérienne, comme c'est vu dans le modèle. Oui, ça sera une approximation à partir du modèle. C'est pas parce que le capteur il arrive qu'à la partie aérienne qu'on ne voit pas indirectement l'influence de la perfusion. Non, il y a des choses, mais tu as quand même une question relativement tôt et une mesure qui est pas forcément facile. On aurait aimé faire du IRM, mais on n'est pas sûr si on pourrait. Vous allez faire une simulation et des simulations en multisinus. Vous allez faire les EPA donc pour. Ça fait un signal temporel pour les oui, mais c'était pas dans la partie identification, c'était pour la partie modèle thermique. C'est-à-dire pour les parties des modèles thermiques, on utilisait nos approximations et on a injecté, bon, c'était un seul sinus, afin de récupérer les solutions de nos approximations et les comparer avec la solution formelle de l'équation dérivée partielle. Et c'est là qu'on s'est aperçu que peut-être nos modèles ne prennent pas en compte certains retards, ce qui nous a mené à mettre en perspective de faire des approximations, mais en nous basant sur la base au lieu de sur le gain. Donc ça, c'est aussi en horizon de recherche. Sur la CPEM et puis l'éducation. Oui. Donc, c'est quoi comment on justifie ça marche différemment? Un système entier est un système qui prend en compte le passé de la fonction. Et donc, naturellement, l'erreur, la sortie estimée, prend mieux en compte le passé de la fonction. Le fait qu'un signal d'erreur enrichi permet de mieux prendre en compte l'estimation, permet de mieux estimer les temps. Ça, c'est des bases qui peuvent peut-être construire La preuve, c'est que tu as bien dans le résultat. Il y a moins de biais, mais avec la LMRPL, tu n'as pas de biais. Il y a un petit biais quand même quand tu vas à la catégorie 2, c'est important. Non, mais aussi Et après, la variance aussi.
il y a une variance monstre en RPEM. Ça, c'est ce qu'on observe. Oui. Non, mais je suis d'accord. Je ne vais pas avoir de trop résultats, mais si tu reviens, est-ce que ça peut se justifier a posteriori? Et est-ce qu'on pourrait justifier, j'en prends, au lieu que ça croisse à chaque fois, donc tu fais les phrases, en fait, quel est le chiffre disponible, combien de choses t'en prends, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir toute la mémoire. C'est déjà. Même si c'est du mémoire. Exactement, je n'ai pas besoin d'avoir toute la mémoire. L'étude était. Et derrière, c'est la sensibilité. Comme tes questions sur sensibilité sont plus riches, sont fréquentes. Oui, mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin forcément de toute la mémoire. On pourrait parfaitement avoir une mémoire enrichie, mais pas autant enrichie que dans cette méthode. Et tout le fenêtrage, ces travaux, ils sont déjà faits, c'est juste que je n'avais pas 3 heures pour faire. La prochaine fois, tu vas poser. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Oui. Oui. Oui, bonjour. Je suis Alina Voda et je travaille à Grenoble. J'ai juste une petite question. Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas bien entendu comme je suis à distance. Peut-être vous avez déjà discuté de ça. Est-ce que vous avez fait des applications sur des signaux réels, sur des patients, en sachant que peut-être la SBPA, on ne pourra jamais l'appliquer dans ces cas-là? Et qu'est-ce que vous dites par rapport à des possibles applications réelles sur des poumons réels? OK. Donc, merci. Donc, je réponds quand même. Par rapport à un cas réel, on avait proposé d'utiliser un multisinus, sachant que, mais dans une bande de fréquence physiologique, tout simplement pour avoir une richesse fréquentielle suffisante pour identifier le système. Et malheureusement, on n'a pas encore pu sacrifier nos animaux. D'accord. D'accord, merci. En fait, quelquefois, les signaux physiologiques peuvent être par eux-mêmes assez riches des fois. Oui. Donc, c'est à voir. Peut-être c'est même pas la peine de faire une excitation en plus, mais ça, c'est à voir. Après, par exemple, si on fait un modèle simple de non entier de première espèce et on suppose que l'ordre est à 0.5, on a besoin d'un signal pas très riche pour identifier le cas et le taux. Donc, oui. Oui, mais on n'a pas besoin d'une SBPA pour estimer un cas et un taux. Okay. Très bien, merci. Merci, Alina. Je crois qu'on va féliciter Jean-François pour sa présentation live. Live, vraiment. Une dernière question, juste pour intérêt personnel. Une bonne référence pour l'identification récursive des modèles non entiers, c'est celle de Stéphane qu'on a vue à la fin ou, oui, il y a celle-là, effectivement, qui va être publiée. Oui, mais peut-être plus ancien, parce que si elle n'est pas publiée, il y a déjà des choses publiées. Il y a le Cicide, on a envoyé l'an dernier. OK, il y a un truc Cicide. Oui. OK. Et il y a le Cicide aussi, de Padova. Après, le Cicide, c'est uniquement en coefficient. C'est ce que tu as présenté aujourd'hui. Et il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment tout. Non, c'est là. Oui. Oui, mais elle va apparaître cette année. Oui. Donc, c'est en cours de publication. OK, parfait. Et Itoiseau, on croise les doigts. OK, Alain, tu peux peut-être déjà te connecter sur Zoom si tu l'as pas fait. Juste pour compléter, je me demande si Alina n'a pas quelques références aussi sur l'identification fractionnaire récursive. Est-ce que vous pourriez répéter, est-ce que si Alina n'a pas, j'ai pas entendu.